L'atelier de Ramat Sharon était imprégné d'une odeur d'huile de graissage et de métal chauffé. Nous étions à la fin de l'année 1967 et Yisrael Galili se tenait devant un fusil FN FAL désassemblé, étalé sur son établi comme les fragments d'une promesse non tenue. Autour de lui s'accumulaient les preuves d'un échec technique. Des chargeurs endommagés, des systèmes d'emprunt de gaz obstrués par le sable et des rapports d'officiers de terrain décrivant des équipements qui s'enrayaient au moment le plus critique pour les troupes. La guerre des 6 jours s'était achevée quelques mois plus tôt par une victoire israélienne décisive, mais l'analyse du matériel racontait une toute autre histoire. En plein engagement, les soldats avaient délaissé leurs fusils réglementaires pour s'emparer de AK-47 soviétiques récupérés sur l'adversaire. Ce n'était pas par goût pour l'équipement adverse, mais par un pragmatisme désespéré. Les AK fonctionnaient. Les FAL, non. Ce constat simple et brutal était au cœur de toutes les discussions au sein de l'industrie de défense israélienne. Galili ne partait pas de zéro. Il avait passé des années au sein de l'Israel Military Industries, a étudié le système Kalachnikov à travers son dérivé finlandais, le Valmet M62. Les Finlandais avaient repris les principes de base de l'AK pour les adapter aux conditions arctiques. Désormais, Israël avait besoin de la transformation inverse, un outil capable de fonctionner malgré la chaleur et le sable fin, des éléments qui transformaient les instruments de précision en objets inutiles et coûteux. Le problème du FAL était d'ordre philosophique. Il avait été conçu pour les théâtres d'opérations européens, des cycles de maintenance rigoureux, des environnements contrôlés et des armuriers qualifiés. C'était un excellent fusil pour ces conditions. Mais les soldats israéliens opéraient dans le désert du Negev, où le sable s'infiltrait partout, où les températures dépassaient les limites de conception et où l'intensité des affrontements ne laissait aucun répit pour le nettoyage minutieux qu'exigeait le FAL. Galili saisit une culasse d'AK, lourde, massive, avec des tolérances si larges que le sable traversait simplement les interstices au lieu de bloquer le mécanisme. C'était rudimentaire comparé à la précision d'usinage du FAL, mais cela fonctionnait, à chaque fois. Cette fiabilité n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'une ingénierie basée sur des postulats différents. Le défi était clair, créer un équipement doté de la fiabilité de l'AK, mais utilisant des munitions autant de 5,56 mm, assez précis pour la doctrine nationale et capable de recevoir des modifications pour divers rôles. Il devait être fabricable, avec les capacités industrielles existantes du pays, facile d'entretien pour des appelés ayant peu de formation, et opérationnel là où tout le reste tombait en panne. Galili savait que le temps pressait. L'état-major voulait des solutions, pas des expérimentations. Ils exigeaient un outil qui ne forcerait plus jamais les troupes à confier leur sécurité à du matériel de capture. Le poids de cette exigence pesait dans l'atelier comme une présence physique. Il utilisait la carcasse du Valmet comme fondation, mais tout le reste devait être repensé. Le changement de calibre entraînait une réaction en chaîne sur chaque composant. Géométrie du chargeur, dimension de la tête de culasse, pression du système de gaz, tension du ressort de rappel. Chaque décision créait de nouvelles contraintes. Ce n'était pas de l'innovation pure, mais une résolution systématique de problèmes sous la pression d'échecs documentés sur le terrain. Si ce genre de récit vous aide à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici, et restez avec nous pour la suite. Le parcours de Yisrael Galili n'était pas celui d'un concepteur d'équipement classique. Né en 1923, il avait grandi à l'époque pré-étatique, rejoint la Haganah et appris l'ingénierie par nécessité plutôt que par une éducation formelle. En 1967, il dirigeait l'équipe de développement des fusils chez Israel Military Industries, un poste qui ressemblait alors moins à un accomplissement de carrière qu'à une lourde obligation historique. Le cahier des charges transmis par les forces de défense d'Israël était une liste de points non négociables.
Le fusil devait utiliser des munitions OTAN 5,56-145 mm pour assurer la compatibilité logistique avec les fournisseurs occidentaux. Il devait fonctionner entre 20 degrés et plus 150 degrés. Il devait continuer à opérer malgré le sable, la poussière et les débris. Il devait accepter à la fois des chargeurs spécifiques et ceux de type AK pour une flexibilité maximale. Il devait être réalisable avec des composants en acier emboutis pour permettre une production de masse, tout en restant précis à 500 mètres avec ses organes de visée. Chaque exigence éliminait des options. La cartouche de 5,56 mm nécessitait une pression de gaz différente de celle du 7,39 mm de l'AK. La plage de température imposait une métallurgie spéciale. La résistance au sable imposait des tolérances larges et un démontage de campagne simplifié. La double compatibilité des chargeurs complexifiait la géométrie du puits d'alimentation. L'acier embouti limitait certaines approches de conception. L'exigence de précision demandait une qualité de canon que les contraintes budgétaires rendaient difficiles à obtenir. Travaillant avec une équipe réduite, Galili portait la responsabilité des décisions fondamentales. Il choisit de conserver le système de piston à gaz à longue course de l'AK, car il maintenait les gaz de combustion hors de la carcasse, limitant ainsi la chaleur et l'encrassement. Cependant, il modifia la conception du piston pour le calibre 5,56 mm plus léger, ajustant la taille de l'évent de gaz et la masse du piston pour obtenir un cycle fiable sans solliciter excessivement les pièces. La culasse nécessitait une refonte complète. Le verrouillage de l'AK fonctionnait par rotation, avec des tenons s'engageant dans l'extension du canon. Galili garda ce système éprouvé, mais adapta la face de la culasse au petit culot du 5,56 mm, redessina l'extracteur pour la gorge spécifique de la cartouche OTAN et ajusta la rampe de commande qui synchronisait la rotation. Chaque modification exigeait calcul, prototypage, test, analyse d'échecs et révision. Il prit des décisions qui firent débat. Le levier d'armement fut déplacé sur le côté gauche, rompant avec la tradition de l'AK. Son argument était simple, les tireurs droitiers, majoritaires, pouvaient réarmer sans lâcher leur poignée de tir. Les critiques y voyaient un écart inutile. Galili considérait cela comme une évidence après avoir observé les soldats en action. La crosse pliante marquait une autre rupture. Celle de l'AK, se repliant sous l'arme, était plus simple, mais Galili opta pour un modèle repliable latéralement. Cela permettait de conserver un appui de joue stable tout en autorisant le tir crosse replié. Cette solution ajoutait de la complexité et des coûts, mais répondait à un besoin spécifique exprimé par les unités opérant dans des véhicules ou des espaces restreints. Le choix des matériaux reflétait la réalité industrielle du pays. La carcasse était faite de feuilles d'acier embouties, formées et soudées, une méthode plus rapide et moins coûteuse que l'usinage, et plus résistante au choc. Le canon était chromé pour une durée de vie accrue sous la chaleur du désert. Chaque spécification était le résultat d'une négociation entre performance idéale et production réalisable. La pression n'était pas seulement d'ordre technique. La sécurité nationale exigeait une autonomie de production. Le Galil devait réussir non seulement en tant qu'objet technique, mais aussi en tant que programme industriel souverain. Un échec signifierait une dépendance continue envers des importations qui avaient déjà montré leurs limites. Le projet portait un poids stratégique dépassant sa simple fonction mécanique. Galili travailla tout au long des années 1968 et 1969, construisant des prototypes, testant, cassant et redessinant. Chaque itération affinait l'équilibre entre fiabilité et précision, entre poids et durabilité. L'objectif n'était pas la perfection, mais l'efficacité absolue, un outil auquel on pouvait confier sa sécurité à chaque instant, sans exception. Le mécanisme interne du Galil est une étude sur la gestion de l'énergie cinétique. Pour comprendre son fonctionnement, il faut le voir comme un système de force et de synchronisation
où chaque élément est calculé pour convertir une énergie chimique en mouvement mécanique, puis inversement 60 fois par minute si nécessaire. Lorsque la détente libère le chien, celui-ci frappe le percuteur, qui écrase l'amorce à la base de la cartouche. L'amorce enflamme la poudre, générant des gaz qui se dilatent brutalement, atteignant des pressions d'environ 50 000 psi en quelques millisecondes. Ces gaz projettent le projectile à travers le canon, tout en exerçant une pression arrière contre la face de la culasse. C'est l'instant de tension maximale pour chaque pièce. Le canon reste verrouillé à la culasse par des tenons rotatifs. Le projectile a déjà parcouru 400 mètres avant même que la culasse ne commence à se déverrouiller. Ce délai est crucial. Il permet à la pression dans la chambre de redescendre à des niveaux sûrs avant l'extraction de l'étui vide. Une ouverture prématurée risquerait de rompre l'étui et d'enrayer l'équipement. Une ouverture trop tardive sacrifierait la cadence de tir. La synchronisation repose sur le système de gaz. Vers le milieu du canon, un petit évent dévie une partie des gaz vers un tube. Ces gaz frappent l'avant du piston, le projetant vers l'arrière. Le piston étant solidaire du porte-culasse, cette force entraîne tout l'ensemble. Durant ce mouvement, une rampe sur la surface interne du porte-culasse agit sur un ergot de la culasse, la forçant à pivoter pour se libérer du canon. Ce processus est séquentiel. D'abord, le piston recule, entraînant le porte-culasse, puis la culasse pivote et se déverrouille. Ensuite, l'ensemble poursuit sa course arrière, extrait l'étui usagé, comprime le ressort de rappel et réarme le chien. Arrivé en bout de course, l'énergie accumulée par le ressort renvoie l'ensemble vers l'avant. Ce mouvement prélève une nouvelle munition dans le chargeur, l'introduit dans la chambre et la rampe fait pivoter la culasse pour la verrouiller à nouveau. Le cycle s'achève lorsque la culasse est verrouillée et que le chien est retenu, prêt pour la pression suivante sur la détente. Les choix techniques de Galili ont dicté chaque étape de ce cycle. Le diamètre de l'évent détermine la quantité de gaz admise. Trop peu et le cycle est instable. Trop et l'usure des pièces s'accélère. La masse du piston influence la force d'impact. La tension du ressort de rappel doit équilibrer la vitesse du cycle et la force de fermeture. La griffe de l'extracteur doit saisir le culot assez fermement pour l'extraire, mais sans le déformer. Le mécanisme de détente est plus simple qu'il n'y paraît. En mode automatique, une gâchette secondaire libère le chien dès que la culasse se verrouille. En mode semi-automatique, un disconnecteur empêche le tir suivant tant que la détente n'a pas été relâchée. Cette sélectivité repose entièrement sur une géométrie mécanique sans aucune électronique susceptible de faillir sur le terrain. Le système d'alimentation a fait l'objet d'un soin particulier. Galili a conçu le puits de chargeur pour accepter aussi bien les chargeurs spécifiques de 35 et 50 coups que les chargeurs standards d'AK. Cette polyvalence découlait de l'expérience du combat, où les munitions et chargeurs récupérés pouvaient être le seul ravitaillement disponible. La géométrie devait s'adapter à différents points d'ancrage, tout en garantissant une alimentation fluide. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou représentait un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à ceux qui aiment comprendre les rouages des choses. Les essais débutèrent fin 1969 sur des polygones de tir à travers tout le pays, des plaines côtières au désert du Negev jusqu'aux hauteurs du Golan. Chaque environnement mettait à l'épreuve un aspect différent du design. L'objectif n'était pas de prouver que le Galil fonctionnait dans l'idéal, mais de découvrir comment il échouerait dans les pires situations imaginables. Le test du sable fut particulièrement éprouvant. Les ingénieurs remplissaient le mécanisme de sable fin du désert, celui-là même qui avait neutralisé les fals avant de tenter de tirer. Les premiers prototypes échouèrent, le sable bloquant la course de la culasse. Galili élargit alors les tolérances et augmenta les jeux entre les pièces mobiles. Le prix à payer était une légère perte de précision pure, mais l'équipement pouvait désormais fonctionner dans des conditions qui auraient paralysé n'importe quel instrument de précision. Les tests de température révélèrent des problèmes imprévus.
Sous une chaleur extrême, les lubrifiants se décomposaient, augmentant la friction. Par grand froid, ils s'épaississaient, ralentissant le cycle. Galili sélectionna des huiles aux plages d'utilisation plus larges, mais conçut également l'objet pour fonctionner avec un minimum de lubrification. Les tolérances élargies aidaient ici aussi. Les pièces n'étaient pas ajustées de façon si serrée qu'elles se gripperaient sans un film d'huile parfait. Les tests d'endurance poussèrent les prototypes à tirer des milliers de munitions sans aucun entretien. Les canons chauffaient au-delà des limites théoriques, les ressorts se fatiguaient. Chaque défaillance entraînait une révision. Galili renforça l'extracteur, améliora l'acier des canons et ajusta la tension des ressorts. La cible était d'atteindre 10 000 tirs avant tout remplacement de pièces, un standard que la conception finale finit par dépasser. Le mécanisme de la crosse pliante posa des problèmes persistants. Le verrouillage devait être assez solide pour résister au recul, assez simple pour un déploiement rapide et assez sûr pour ne pas se déverrouiller pendant le tir. Plusieurs itérations furent nécessaires pour trouver l'équilibre entre robustesse et ergonomie. Les essais sur le terrain avec les unités de combat fournirent les retours les plus précieux. Les soldats utilisèrent les fusils en patrouille, dans des véhicules et en position défensive. Ils rapportèrent que le placement du levier d'armement était déroutant au début, mais s'avérait plus rapide une fois maîtrisé. Ils apprécièrent la crosse, mais demandaient un meilleur appui pour la joue. Ils notaient également que le bipied était solide, mais lourd. Une plainte récurrente attira l'attention. Les soldats utilisaient les lèvres des chargeurs pour ouvrir des bouteilles, ce qui les tordait et provoquait des incidents de tir. Ce n'était pas un acte de vandalisme, mais une nécessité pratique. En opération, les troupes devaient ouvrir leurs rations et disposaient rarement de décapsuleurs. Utiliser le chargeur comme levier semblait logique pour des hommes épuisés. La réaction de Galili définit sa philosophie. Au lieu d'émettre des interdictions ou d'attendre des soldats qu'ils changent de comportement sous le stress, il apporta une solution mécanique. Il intégra un décapsuleur directement dans l'ensemble du support de guidon et du bipied. Cela ne coûtait presque rien en matériaux et pesait quelques grammes seulement. Cela permit d'éliminer une cause réelle de dysfonctionnement de l'équipement. Les responsables des achats militaires contestèrent cet ajout. Il n'était pas dans le cahier des charges et n'avait aucune fonction tactique apparente. Mais Galili avait compris une chose fondamentale. Les outils sont utilisés par des humains, et les humains sont prévisibles dans leur imprévisibilité. Concevoir pour une perfection théorique en ignorant les usages réels était, selon lui, un échec d'ingénierie masqué par une conformité administrative. Le décapsuleur resta. Il devint la caractéristique la plus célèbre du Galil, non pour son importance tactique, mais pour ce qu'il symbolisait. Il affirmait que cet outil était conçu pour de vrais soldats dans des conditions réelles, pas pour des comités d'approvisionnement. Il reconnaissait que l'ingénierie doit servir l'utilisateur, pas une abstraction. En 1972, après 3 ans de tests intensifs, le Galil fut prêt à être adopté. Il n'était pas parfait, mais il répondait à toutes les exigences. Surtout, il fonctionnait quand on en avait besoin, peu importe les circonstances. Cette fiabilité n'était pas le fruit d'une inspiration géniale subite, mais d'une méthode rigoureuse d'analyse des échecs et de raffinement systématique. Le décapsuleur révèle tout de la vision de Galili lorsqu'on comprend le problème réel qu'il résolvait. En apparence, c'est absurde. Un fusil de combat avec un accessoire pour bouteille ressemble à une anecdote de collectionneur. Mais en remontant la logique technique, on découvre une compréhension profonde de la défaillance des systèmes complexes. Sur le terrain, les troupes utilisaient leurs chargeurs approvisionnés pour faire levier. Ce n'était pas un cas isolé, mais un comportement généralisé. Les lèvres des chargeurs, conçues pour guider les cartouches avec précision vers la chambre, subissaient des contraintes pour lesquelles elles n'étaient pas faites. Une déformation de quelques dixièmes de millimètre suffisait à provoquer un incident d'alimentation. En situation d'engagement, un enrayage n'est pas un simple désagrément. C'est un outil qui devient inutile au moment même où il est indispensable.
Les soldats créaient des risques de panne pour répondre à un besoin immédiat. Ils n'étaient pas négligents, ils étaient rationnels face à leurs contraintes. Dans le dénuement du terrain, on utilise ce que l'on a sous la main. La réponse classique d'un ingénieur aurait été de renforcer les chargeurs ou de multiplier les avertissements dans les manuels. Galili choisit une autre voie. Il accepta le fait que les troupes continueraient ce comportement malgré les ordres ou la formation. Plutôt que de combattre la nature humaine, il intégra cette réalité dans son design. L'ajout du décapsuleur ne modifiait que très peu les composants existants. Le support de mire avant devait déjà comporter des points de fixation pour le bipied. Y intégrer une encoche ne demandait aucune pièce supplémentaire et n'ajoutait aucun poids significatif. Le coût était quasi nul, mais le bénéfice était immense. La prévention d'une catégorie entière de pannes mécaniques. Cette décision illustre un principe d'ingénierie supérieure, concevoir pour l'usage réel et non pour l'usage théorique. C'est dans l'écart entre les spécifications et la réalité que la plupart des systèmes échouent. Le Galil a réussi parce que Galili a conçu pour le réel. Cette philosophie se retrouvait partout. Le capot de carcasse ajusté avec du jeu permettait au sable de s'évacuer. Le pontet surdimensionné permettait le tir avec des gants ou des mains engourdies par le froid. La position du levier d'armement à gauche tenait compte de l'ergonomie naturelle. Chaque détail était une réponse à des conditions réelles plutôt qu'à des critères théoriques. Le décapsuleur devint symbolique car il était purement fonctionnel. Il ne pouvait être qualifié d'ornement. Il résolvait un problème concret de la manière la plus simple possible. Cela prouvait que Galili comprenait ses utilisateurs, non comme des soldats idéalisés, mais comme des êtres humains fatigués et ingénieux qui avaient besoin que leur matériel fonctionne malgré des conditions imparfaites. Les historiens se concentrent souvent sur les innovations mécaniques du Galil. Son système de gaz, sa précision améliorée par rapport à l'AK ou sa crosse pliante. Pourtant, c'est l'histoire du décapsuleur qui est la plus instructive. Elle montre qu'une bonne ingénierie ne réside pas dans la sophistication technique, mais dans la compréhension globale du système, incluant l'humain qui l'utilise. Le plus curieux n'est pas que le Galil possède cet accessoire, mais que la plupart des autres outils de ce type n'en possèdent pas, alors que le besoin est identique partout. L'innovation de Galili n'était pas l'encoche dans le métal, mais sa volonté de reconnaître et de résoudre un problème qui n'existait pas dans les documents officiels. C'est pour cela que le Galil a fonctionné là où le FAL avait échoué. Non parce qu'il était plus puissant ou plus moderne, mais parce qu'il était adapté à la réalité, au sable, à la chaleur, au manque d'entretien et aux besoins d'hommes épuisés. Chaque décision servait cet objectif fondamental. L'outil issu de cette réflexion n'avait rien d'extraordinaire dans ses performances pures. Une précision correcte, un poids acceptable, une cadence standard. Mais il excellait dans la seule caractéristique qui comptait vraiment. Il tirait le coup suivant chaque fois que l'on pressait la détente, quelles que soient les conditions. C'est là que réside la véritable efficacité. Le Galil entra en service en 1972 et resta le fusil standard de l'infanterie israélienne jusque dans les années 1990. Il remplit exactement son rôle. Fiable, facile à entretenir et opérationnel sous les climats rudes du Moyen-Orient. Les soldats lui accordèrent leur confiance, une reconnaissance gagnée par la performance et non par la théorie, ce qui représentait la validation ultime du travail de Galili. L'équipement connut un usage intensif au Liban dans les années 1980, où sa robustesse dans les environnements urbains et poussiéreux confirma les choix de conception originaux. Alors que d'autres matériels exigeaient des nettoyages fréquents, le Galil continuait de fonctionner avec un entretien minimal. Les tolérances larges, qui pouvaient gêner les tireurs de précision, rassuraient les soldats de première ligne. En situation réelle, la certitude que l'outil fonctionnera est bien plus précieuse qu'un groupement de tir légèrement plus serré à 200 mètres. Une adoption internationale s'ensuivit. L'Afrique du Sud produisit les variantes R4 et R5 sous licence, adaptant le modèle à ses propres besoins. La Colombie, le Guatemala
et d'autres nations en équipèrent également leurs forces. La réputation de l'objet ne se fit pas par le marketing, mais par les rapports des utilisateurs. Ceux qui l'avaient porté le recommandaient. Cette validation organique pesait bien plus que n'importe quelle plaquette commerciale. L'influence du Galil dépassa sa simple utilisation directe. Sa philosophie de conception privilégiait la fiabilité sur le raffinement, concevoir pour l'usage réel et résoudre des problèmes hors cahier des charges, influença la manière dont d'autres nations abordèrent le développement de leur matériel. Le décapsuleur lui-même devint célèbre, cité dans les discussions sur l'ingénierie comme l'exemple parfait d'un design centré sur l'utilisateur. La fin des années 1990, l'armée commença sa transition vers le Tavor, basé sur le M16, un design plus moderne répondant à de nouveaux besoins. Mais le retrait du Galil n'était pas dû à des défauts de conception ou des échecs techniques. C'était le remplacement par une technologie plus récente et non la correction d'un problème. L'outil avait accompli sa mission sans connaître les défaillances catastrophiques qui avaient motivé sa création. La contribution de Yisrael Galili dépasse le cadre du fusil qui porte son nom. Il a démontré qu'une ingénierie efficace commence par la compréhension du système complet, incluant le comportement humain, les contraintes environnementales et les réalités opérationnelles, plutôt que de s'accrocher à des idéaux théoriques en espérant que la réalité s'y plie. Le décapsuleur était un détail, mais il incarnait une approche fondamentale. Créer un outil auquel on peut confier sa vie. Cette leçon est universelle. Tout système utilisé par des humains sous pression sera utilisé de manières imprévues par ses concepteurs. Tenter de contrer ces usages par des règlements ou de la formation réussit rarement. Concevoir pour ces usages, en acceptant la réalité et en s'y adaptant, permet de créer des systèmes qui fonctionnent réellement dans la pratique. Le Galil a fonctionné, parce que Galili avait compris que l'ingénierie ne consiste pas à créer des systèmes parfaits, mais des systèmes qui opèrent de manière fiable dans des conditions imparfaites. Le sable du désert, l'épuisement des troupes, les chargeurs malmenés n'étaient pas des problèmes à éliminer par la discipline, mais des paramètres de conception à intégrer. Aujourd'hui, le Galil marque un moment précis dans l'histoire technique, la transition entre les conceptions européennes de haute précision et les systèmes robustes destinés aux armées de conscription en milieu hostile. Il a synthétisé les leçons de l'ACA, les a affinées par des tests rigoureux et y a ajouté des innovations dictées par l'expérience du terrain. Le résultat fut un outil qui remplit parfaitement son office. Le décapsuleur demeure son symbole durable, non parce qu'il était militairement vital, mais parce qu'il encapsulait une vision valorisant l'efficacité pratique sur la pureté théorique. Dans un domaine souvent dominé par la forme et les spécifications, Galili a ajouté cet accessoire parce que les soldats en avaient besoin. Cette simple reconnaissance des nécessités humaines a fait toute la différence entre un outil qui fonctionne sur le papier et un autre qui fonctionne dans la réalité. Si vous appréciez ces récits authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné notre monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.